Bienvenue dans le podcast qui vous aide à faire votre place dans le monde avec confiance, force et sagesse. Je suis Betty, psychologue hypnothérapeute créatrice du Cercle des Louves. Ces épisodes sont faits pour les personnes qui ne rentrent dans aucun moule, qui veulent s'autoriser à être pleinement elles-mêmes en faisant une force de leur sensibilité. Je vous partage mon expérience, des histoires à méditer et je reçois des personnes au parcours inspirant. Prise de conscience, bottage de fesses et bienveillance, tout ça au même endroit. C'est parti pour l'épisode du jour. Bienvenue Betty, je suis très très heureuse de te recevoir aujourd'hui dans ce nouvel épisode. Ça fait un petit moment que je suis ton travail, que je suis très admirative de tout ce que tu transmets, de la qualité que tu transmets, mais aussi de cette énergie que l'on ressent dans tout ce que tu crées, tout ce que tu partages sur ta communauté et dans tes réseaux, sur ton podcast. Avant d'entamer le sujet du jour, comment être soi-même dans son business, eh bien, j'ai envie de te laisser un petit temps de présentation pour celles qui éventuellement ne te connaissent pas encore. Oui, merci. Alors, bonjour à tout le monde. Je suis Betty Rice. J'aime pas, c'est comme faire une intro de moi avec les trucs typiques, les étiquettes qu'on se met. Alors, souvent, je pars un petit peu en vrille. Donc, moi, j'adore danser. J'ai des cheveux bouclés ils sont jolis, mais ils sont impossibles à gérer. J'adore le yoga. J'ai fait une certification de yoga pour le fun. C'est comme pas pour dominer. Excellent. J'aime pas le chocolat et j'adore les films d'horreur. Donc, si tu me sors un film d'apocalypse zombie ou un film d'horreur dans l'espace, je rêve d'un film d'apocalypse zombie dans l'espace. C'est vraiment comme mon trip et mon petit délire à moi d'aimer les films d'horreur. C'est Il un va petit- falloir le réaliser, hein. Excellent. Donc, finalement, tu aimes les émotions fortes. Oui, j'aime les émotions fortes, absolument. Ouais. J'aime me sentir vivante. Je crois que c'est ça le truc. Et quelque chose qui est important et qui fait partie de moi aussi, c'est que j'ai grandi et mes parents sont tombés malades. Quand j'étais relativement jeune et j'ai vu vraiment à quel point notre vie est fragile, notre santé peut impacter en fait tout ce qu'on fait au quotidien. Et du coup, moi, ça m'a développé comme une envie, une énergie de vivre cette vie au maximum de tout ce que je peux vivre et qui est juste incroyable. Et souvent, voilà, tu as évoqué peut-être l'énergie que je transmets à travers ce que je fais aujourd'hui dans mon business. Ça vient de là. Excellent. C'est extrêmement forgé à l'intérieur de moi. Et puis du coup, de manière plus conventionnelle, je suis maman de 3 enfants. Je suis mariée, j'habite en Suisse, à Lausanne. J'ai travaillé 14 ans dans une multinationale ici en Suisse. Et puis après, je me suis lancée, je me suis reconvertie dans le coaching après ma certification de coach. Et ça fait maintenant 3 ans que je suis dans le business, 2 ans dans le business en ligne. Et je m'éclate dans ce que je fais au quotidien. Hmm. Et je trouve ça vachement beau de voir que les épreuves que tu as pu traverser, ou en tout cas cette expérience de vie, t'en a fait quelque chose qui fait que tu recherches cet élan de vie et ça se ressent aussi dans ta communication, puis ça tombe bien, c'est notre sujet du jour. Et c'est assez perturbant de voir Betty, les points communs des gens, on s'appelle Betty toutes les deux, ça me fait toujours bizarre quand je le dis. Et vraiment, je pense que on peut aller utiliser tout ce qu'on vit pour transformer, aller plus loin et se sentir vivant. C'est vraiment un fil directeur. Merci de l'évoquer. Je sais que ça parlera aux femmes qui nous écoutent. Et tu sais, c'est comme une boussole pour moi, de me dire, OK, cette boussole-là, cette vie-là, on peut la mettre dans ce que l'on crée. Et c'est un vecteur de connexion avec les autres aussi, parce que souvent notre vulnérabilité, c'est la partie de nous qu'on veut le plus cacher, dont on peut avoir le plus honte, alors que finalement, quand on l'ouvre, eh bien, on connecte avec les autres. Donc, merci infiniment de l'apporter, c'est hyper précieux. Et je trouve, alors de mon regard extérieur évidemment, que c'est vraiment une force dans ce que tu proposes d'aller venir utiliser ta communication de manière impactante en mettant beaucoup de toi, de qui tu es, dans tout ce que tu partages. Euh, Si on rembobine un petit peu, donc la communication, le monter un business, est-ce que ça faisait partie de ton parcours avant de devenir entrepreneur? Absolument pas. Moi, j'ai été acheteuse en fait en multinationale, c'est-à-dire que je négociais les contrats, les conditions d'achat, les livraisons, etc. avec les fournisseurs pour l'entreprise. Donc, je négociais des contrats de millions d'euros et j'étais voilà
il y avait un aspect qui était assez boring, qui était de faire des contrats. Et il y avait la négociation, il y avait plein de choses comme ça. Mais la communication, c'était pas du tout un truc où je m'imaginais même évoluer, ou le business. Et puis, il y a eu une autre épreuve de la vie, tiens, on évoquait ça. Moi, j'ai perdu ma tante à 35 ans, donc c'était le premier deuil de quelqu'un de proche que j'ai eu dans ma vie. C'était presque ma deuxième maman, donc elle comptait énormément pour moi. Et j'ai eu comme une réalisation à ce moment-là que j'allais pas attendre la retraite pour vivre ma vie, pour vivre mes rêves, etc. Parce qu'elle, elle est partie 6 mois avant sa retraite. Et c'était vraiment un coup dur pour moi. Et ça m'a boosté finalement d'aller chercher ce qui me convenait, ce qui pouvait faire que j'allais m'animer en fait dans mon travail, vu qu'on y passe tellement d'heures finalement, tu vois, dans notre vie. Et là, j'ai commencé à être coachée, etc. Et du coup, l'aspect entrepreneurial est venu aussi dans cette période-là. J'ai lancé un premier business en parallèle de mon job, qui était la distribution de carreaux de ciment ici dans ma région. Waouh, rien à Ouais, voir. rien à voir. Je construisais ma maison, voilà, je fais construire ma maison, puis je trouvais pas les carreaux de ciment. Je trouvais ça trop cool. C'était un peu le moment où c'était un peu en hype, tu vois. Et puis voilà, l'idée est venue. J'ai démarré ce truc-là. J'ai remarqué que lancer le business, mettre en place le site internet, choisir le branding, la com, etc. C'était la partie qui m'a hyper excitée. Et après, j'ai remarqué que vendre les carreaux de ciment, c'était pas si excitant que ça. Genre, quelle couleur, quel motif? Ah ben, j'en sais rien. C'est votre choix, madame. Donc, du coup, j'ai vraiment déjà pris comme goût à lancer un business. Puis après, voilà, j'ai laissé parce que c'était 2 enfants, un job à 100%, ce truc-là en plus. Puis finalement, la partie récurrente, elle me plaisait un peu moins. Donc, j'ai lâché le business. Et j'ai eu mon troisième enfant. Et de nouveau, les questions sont revenues de dire, ouais, finalement, c'est pas le truc les plus excitants que je fais au quotidien. Comment je peux aller vers quelque chose qui a plus de sens pour moi. Puis une fois encore, le coaching m'a aidé à trouver ma voie quelque part et à définir que c'était vers l'entrepreneuriat en fait, que j'osais pas aller depuis ce premier projet que j'avais lancé. Et donc, j'ai pris le courage de me lancer et j'ai tout appris sur le tas en fait. Donc, toute la communication, comment appréhender ses réseaux sociaux, comment voilà, créer des posts, ne serait-ce que voilà, des trucs assez basiques. J'ai tout appris au fur et à mesure. Je me suis énormément formée pour arriver là où j'en suis aujourd'hui. Hmm. Waouh, c'est hyper inspirant. Et du coup, il y a toute cette partie où tu as appris à écouter qu'est-ce qui te faisait vraiment vibrer. Ouais. Au-delà de tout ton parcours, voilà, qui a suivi, dans lequel tu as évolué, et à un moment donné, de repérer, puis en fait, ce que j'aime, c'est le branding, la communication, et d'aller écouter, de t'autoriser finalement Mhm. à dire, OK, c'est ça que j'aime le plus plutôt que vendre. Oui, absolument. Et puis finalement, c'est une période qui fait assez peur. Tu vois, ce moment d'introspection-là, il fait assez peur parce qu'il fait trembler comme des fondations qu'on a mis hyper longtemps à construire, sur lesquels on a beaucoup investi, qui nous apportent quelque part aujourd'hui notre sécurité. Donc ça nous fait peur à nous. Puis très souvent, c'est aussi une période qui fait peur aux proches Mm. parce que on compte pour eux, ils nous aiment, hein, quelque part. Et du coup, ils n'ont pas envie qu'on se plante, ils n'ont pas envie qu'on prenne la mauvaise direction. Donc, tu prends en plus plein de peurs autour de toi. C'est une période qui est hyper déstabilisante. Et quelque part, c'est quelque chose, moi, que j'ai jamais regretté, en fait, de faire ce choix-là et d'aller dans cette direction-là. Euh, Si c'était à refaire, je pense que je referais tout pareil, parce que finalement, j'ai tellement appris aussi de ma vie d'avant. Mais maintenant, je reviendrai plus en arrière, clairement. Et c'est rigolo que tu dis ça, parce que je dis souvent ça à mon mari, c'est jusque-là, c'était bien, mais vraiment, je reviendrai pas en arrière. Une fois que tu y as goûté, c'est bon, c'est C'est bon. acté. Ouais, complètement. Ok. Et du coup, tu disais, ça ça fait peur à nos proches. Et je trouve il y a ce petit gap, ou ce cap plutôt de dire, ok, peut-être que les proches peuvent aussi te poser des questions qui peuvent te faire douter, mais d'y aller quand même, en fait, malgré ce que ton entourage peut en penser, et d'aller oser vraiment aller vers cette partie de soi qui a envie d'entreprendre. Mhm, mhm. Ouais, absolument.
Sur quoi tu t'es appuyé? Est-ce que tu t'es appuyé sur des ressources que tu avais personnellement? Comment tu as fait justement pour aller oser prendre ce chemin-là? Bah, dans les peurs, il y avait des peurs comme la peur financière, qui, je pense, souvent, c'est quelque chose qui ressort relativement souvent. Bah, je suis allée clarifier des choses parce que finalement, quand je suis partie, je suis pas partie sans rien. J'ai fait une période où j'étais au chômage, clairement, qui a été une période qui finalement m'a permis, moi, qui m'a soutenue, quoi, quelque part dans mon projet. Puis au début, je m'imaginais même pas, en fait, aller au chômage. Je m'imaginais même pas que c'était une option qui était disponible. Et souvent, quand on a tellement peur, on est même bloqué de commencer à aller se renseigner, de faire ce petit pas pour se renseigner, puis de se dire, OK, comment je peux gérer, quelles sont les solutions qui sont à ma dispo aujourd'hui. Donc, il y a eu des étapes qui ont été des étapes plutôt rassurantes, mais même avec les étapes rassurantes, tes proches sont là, ouais, mais non, 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 Ça va pas marcher ton truc. ça va pas le faire. Puis après, moi, je me suis vraiment dit que je voulais pas arriver à la fin de ma vie et me dire, j'ai regretté de pas avoir essayé. Et c'est ça qui a été comme le plus grand moteur. C'est au-delà de toutes ces peurs que j'avais sur plein de choses, ça a été la peur de passer à côté du truc, qui a été plus forte en fait. Et c'est celle-ci qui a pris le dessus et qui m'a fait dire, OK, bon, on essaye, on voit bien ce que ça donne. Au pire, au pire, qu'est-ce qui peut m'arriver? Je reviens dans le salariat. C'est comme, j'ai de l'expérience, j'ai déjà un background, j'ai déjà un bagage. Donc, au pire, quoi, je reviens là où j'étais avant. Donc, c'est pas une catastrophe, tu sais, je vais pas finir sous les ponts. Donc, ça a calmé aussi pas mal tous les scénarios catastrophes que j'étais en train de me dresser dans ma tête. Mon mari, pareil, d'autres gens autour de moi. Ça a calmé tout ça. Et j'ai l'impression que cette petite flamme intérieure de ne pas avoir à rien regretter à la fin, ça t'a vraiment drivé, quoi. Ouais, c'était ça. Alors ça, c'était les premières étapes. Puis Mhm. je crois qu'on peut dire que depuis, tu as fait beaucoup de chemin. Il y a eu quelques étapes entre deux. Voilà. Aujourd'hui, voilà, on voit l'entrepreneur accompli. Ou est-ce que je peux le dire comme ça, finalement, tu es ta propre marque? Oui, je pense que j'ai pris conscience de ça l'année dernière, Mhm. où effectivement, il y a comme des retours qui sont venus de l'extérieur et qui faisaient que ben, on pensait à moi quand j'étais pas là sur certains éléments, certaines choses que je faisais étaient très reconnaissables. Donc il y a des gens qui me disaient, mais s'il n'y avait pas ton nom, je saurais que c'est toi en fait qui a fait ça. Donc ça ramenait de la clarté. Il y a même des personnes qui demandent à des personnes, est-ce que tu as travaillé avec Betty? Parce que du coup, ça leur fait tout de suite penser à moi. Donc c'est assez fou. Donc j'ai pris conscience de ce truc-là. Et finalement, ouais, c'est aussi quelque chose sur lequel moi aujourd'hui je fonde mon marketing, puis je fonde mon business. C'est pas de l'ère du domaine de l'influence, pas du tout. C'est de dire que finalement, quand on est dans ce domaine du coaching où on est vraiment en proximité avec nos clients en plus, on a envie que les clients qui viennent, bah, ça se passe bien, que ce soit les bons clients pour nous et qu'on soit la bonne personne pour eux. Et du coup, ça nous demande à nous quelque part d'oser se montrer, d'oser enlever les filtres et les masques qu'on a tendance à mettre pour paraître parfaite, pour paraître professionnelle, pour paraître sérieuse, nanana, et d'être naturel et d'être nous-mêmes, quoi, finalement. Et oser être soi-même, effectivement, ça demande de dépasser beaucoup de peurs. Mhm. Comment, comment on pourrait aider aujourd'hui les femmes qui nous écoutent, qui ont envie d'entreprendre, mais qui osent pas se montrer, qui osent pas retrouver ce naturel-là? Est-ce que tu aurais quelques astuces ou vraiment points importants à leur livrer aujourd'hui? Personne n'est parfait. Je pense que c'est genre comme un des points essentiels. Et personne ne peut atteindre la perfection. Enfin, moi, je connais personne qui est parfait, donc, clairement. Donc, on est tous C'est humains. même chiant en fait, hein, ça faut se Ouais, dire la vérité. ça s'appelle l'intelligence artificielle ou le robot, tu sais. Eux, ils sont parfaits. Mais nous, on a cette imperfection qui fait que justement, on se reconnaît en nous. Les gens vont connecter avec ce truc-là, vont se dire, tiens, elle est humaine, tu sais. Elle est rigolote. Ah, elle me plaît. Il y a un truc qui se passe en fait dans le fait qu'on est humain et qu'on est naturel et qu'on est imparfait en fait et que c'est OK. J'aimerais aussi, bah, il y a le regard des autres qui est comme un gros point. Euh, Aussi, bah, je sais pas si ça peut vous aider, mais l'idée c'est
se détacher de ce regard des autres, c'est facile à dire. C'est comme facile à dire de dire je me détache du regard des autres. Parce que spontanément, il va y avoir des retours, il va y avoir du jugement, il va y avoir plein de trucs. Ça, c'est les filtres qui appartiennent aux autres. Ça veut dire quelque chose à propos d'eux. Ça veut jamais rien dire quelque chose à propos de nous. Nous, on suit notre rêve. Nous, on suit une ambition. Nous, on est attiré par quelque chose. Donc, nous, on y va. Ça ne veut pas dire que c'est faux, en fait. Mm. Si c'est à l'intérieur de toi, c'est juste. J'aime bien dire que notre ambition, elle est là pour nous montrer un chemin et qu'en fait, il n'y a rien de faux là-dedans. En tout cas, c'est tout à fait juste pour toi. Donc, les gens vont venir, les gens vont regarder, les gens vont critiquer, les gens vont être là. Puis en fait, tout ça, on peut y survivre. Hein, c'est pas que je dis pas que le chemin est facile, et je dis pas que les gens vont tout de suite à 100% être derrière vous. C'est comme soutenant. On a des jolies découvertes sur le chemin, Ah des oui. personnes qui nous surprennent. Oui, dans des bons et moins bons sens, mais il y a des Exactement. surprises de tous les côtés. Il y a des surprises. On va le positionner comme ça. Et puis, du coup, on peut survivre à ça quand on revient à soi et quand on revient à pourquoi je le fais, c'est quoi ma vision, euh, moi, ça me fait vivre quoi, en fait, cette expérience-là, et qu'est-ce qui fait que j'ai envie d'aller jusqu'au bout. Quand on revient à soi, puis qu'on on redonne aux gens ce qui leur appartient, bah, du coup, on peut vivre les choses de manière beaucoup plus sereine, et puis on peut survivre à tout. Vous êtes beaucoup plus résiliente que ce que vous imaginez, tout ce que vous avez déjà vécu dans votre vie aujourd'hui. Vous êtes encore debout, en train de respirer de l'air. Ça veut dire qu'on peut survivre à tout dans notre vie. Donc, à partir du moment où on se rend compte de ça, bah, il y a des choses qui peuvent se passer, on peut avoir des difficultés, on peut avoir voilà, des conversations ou des retours qui ne nous plaisent pas forcément. Puis on est touché émotionnellement, c'est normal, on n'est pas des robots, comme on disait. Mais en même temps, on peut passer à travers tout ça. Puis moi, je vous le dis parce que vraiment, j'ai vécu des situations où il y a eu de l'émotion et ça m'a pas empêché de continuer d'avancer dans mon propre projet. Mm. Ouais, ça peut même être parfois un moteur, hein. Oui, on peut même le prendre comme OK, les gars, vous pensiez que vous aviez déjà vu les trucs qui vous choquaient? Vous allez voir ce que vous allez voir. Je fais que commencer là. J'ai pas encore passé la deuxième. Ouais, et je trouve que c'est vachement en lien avec cette question du oser être soi. Alors, j'ai un petit mantra, les femmes qui me connaissent le savent, mais mon mantra, c'est de toute façon, on est toujours le compte de quelqu'un. Un peu, de toute façon, quoi qu'on fasse, il y a au moins une personne à qui ça va déplaire. Mhm. Mais comme tu l'as dit très justement, bah, quand on revient à notre pourquoi, notre petit moteur, ça prend sens si les 9, 10, 100 autres personnes, ça fait sens pour elles. Et que ben, finalement, c'est peut-être à ça qu'on a besoin de s'accrocher, sauf que notre cerveau, il est pas très bien fait. Il s'accroche plutôt à la personne qui a invalidé ce qu'on vient de dire ou faire que aux 10 autres à qui ça a été utile. Mais effectivement, comme tu le dis, de revenir à ce petit moteur, je trouve que ça aide vachement à revenir à cette zone où on est à peu près centré. Mhm. Et c'est vraiment une boussole. Dans... On a vu finalement ton point de départ, là où Mhm. tu es aujourd'hui. Je t'ai entendu dire plusieurs fois, je me suis plantée, je me suis relevée, je me suis replantée, je me suis relevée. Ouais. Alors ça m'intéresse de savoir à la fois, bah, ça a été quoi ces moments cruciaux et comment t'as fait en fait pour te relever justement et pas baisser les bras. Euh, je pense que déjà, il y a comme quelque chose qui est hyper important pour moi, c'est que, et ça, c'est une citation qui me porte, c'est soit j'apprends, non, soit je gagne, soit j'apprends, Mhm. de Nelson Mandela. Oui. Donc, on perd jamais, en fait. Quelle que soit l'expérience qu'on est en train de vivre, on perd jamais. Donc, oui, ça va arriver dans notre façon de faire ou de monter notre business, de nous comporter, peut-être même dans ce qu'on va dire à un moment donné, dans la vérité qu'on a à un instant T. Bah, il va arriver des moments où on va dire, là, j'ai peut-être pas pris la bonne direction. Là, j'ai peut-être pas fait la bonne chose. Là, voilà, je me suis plantée. Et puis, c'est d'admettre déjà qu'on s'est planté. C'est toujours aussi intéressant de, comme je le disais tout à l'heure, on n'est pas parfait, de se pardonner nos erreurs. Elles arrivent. À ce moment-là, on a fait du mieux qu'on pouvait, les gars. OK? Donc, on enlève la pression par rapport à ça.
Et moi, j'ai vraiment aussi ce mindset de tester les choses. Mon premier atelier, la première fois que j'ai lancé mon atelier, l'atelier Ikigai, j'en parle, ça fait partie de mon storytelling, il coûtait 90 € pour 12 heures de coaching où il y J'ai entendu, avait du ça, coach, c'est énorme. il y avait du coaching individuel et ils venaient dans une salle, ils avaient des cahiers et des snacks. Ok, donc c'était un truc où Moins combien? je perdais de La balance. l'argent parce que je louais la salle et tout. Je perdais de l'argent. Et en même temps, mon optique derrière ça, c'était, OK, ben c'est la première fois que tu fais un programme. Donc, l'idée, c'est d'avoir des personnes qui passent à travers le processus et puis d'apprendre ben, quel exercice leur ont parlé, quel moment était un peu plus, ils n'ont pas trop aimé, quel truc ils ont vraiment kiffé, puis ça leur a fait un méga déclic. Et du coup, moi, ça m'a permis d'ajuster, puis de me dire, ah bah ouais, cet exercice que je pensais était top, bon, bah, il est pourri, en fait. Ils n'aiment pas du tout. Je le vire du programme, puis je le remplace par autre chose. Puis ça a été un petit peu cette méthodologie-là qui m'a drivé, en fait, dans mon business, que d'apprendre continuellement, puis de me dire, en fait, on a toujours cette possibilité d'améliorer les choses, et puis de rendre l'expérience de plus en plus belle, de plus en plus mémorable, de plus en plus impactante, en fait, pour nos clients, et que c'est vraiment comme ça, en fait, que je me lance dans les actions. J'essaye. Si ça marche, c'est cool. Si ça marche pas, ben c'est OK. Next, on va essayer autre chose. Ouais. Et c'est vraiment un des apprentissages que j'ai fait au début de l'entrepreneuriat, presque d'apprendre à rire de moi-même. C'est Mm. d'avoir ce regard de, au lieu de t'auto-flageller, de dire, ah, je me suis plantée, ah, j'ai mal fait, j'ai pas pris la bonne décision, ce que tu sais souvent après l'avoir prise, dire, ah, bon, ok, je peux me regarder avec sourire et compassion de, ok, là, t'as fait de la grosse merde. Comment tu peux t'améliorer? Mais je trouve que c'est pas facile parce qu'il y a aussi bah, une zone de douleur, forcément, quand t'as admis que tu t'es planté. Oui, il y a une zone on n'est pas des robots, donc oui, il y a une zone de douleur. Il y a peut-être parfois, je sais pas, ce sentiment de déception. Et ça, c'est comme un des sentiments après qu'on va essayer d'éviter d'avoir encore une fois, tu vois. Parce qu'on n'aime pas être déçu de nous, de nos ventes, de quoi que ce soit. Alors qu'en fait, quand tu es dans ce mode test and learn, bah, il n'y a pas de déception en fait. On était juste en train d'essayer quelque chose. Puis du coup, ça nous apprend aussi à comment je me détache émotionnellement de mes résultats ou comment je me détache de mes actions. Parce que finalement, c'est pas ça qui veut dire quoi que ce soit à propos de qui on est profondément et ça n'enlève rien à la valeur de ce qu'on amène, ça n'enlève rien voilà, à l'énergie qu'on veut transmettre, etc., etc. Et c'est extrêmement puissant de se rappeler, effectivement, comme tu dis, que ce qui est important, c'est de switcher notre état d'esprit, de se dire, de toute façon, je vais faire des erreurs et elles vont m'apprendre, ben, qu'est-ce que je dois changer. Mhm. Oui. C'est, c'est un switch qui est hyper intéressant à rappeler, je trouve, de l'amener comme ça. Yes. Et pour moi, il y a quand même un équilibre, hein, parce que parfois, il va se passer des choses où bah, on va parler de la réalité du business. Parfois, on va avoir des clients qui sont pas contents. Puis du coup, une des premières choses qu'on va faire, c'est s'auto-flageller. Puis après, on va se dire, OK, bon, qu'est-ce que je peux apprendre de ce truc-là? Puis après, on va peut-être même modifier des choses, alors que finalement, comme tu disais tout à l'heure, on va se focaliser sur l'expérience d'une seule personne pour remettre en question toutes les fondations qu'on a faites. C'est pas l'idée non plus. Il y a aussi ce qui appartient à ton client. Tu sais, c'est comme faire la part des choses et puis d'aller actionner là où on pense que c'est juste d'actionner, mais pas de rentrer dans je sais pas, trop d'auto-flagellation ou trop de remise en question de qui on est. Il y a sûrement une énorme partie de ce qu'on fait aujourd'hui qui est quand même juste. Mhm. C'est peut-être du 20%, du 10%, du 5%, là où c'est intéressant d'aller regarder, là où c'est intéressant d'aller actionner puis de modifier. Au lieu Ouais, de tout remettre en question puis de repartir à zéro, puis de détruire. Moi, je vois aussi très ouais. souvent qu'on veut détruire notre business quelque part. On s'auto-sabote un peu, puis on veut détruire tout ce qu'on a fait. C'est trop nul, là, là, là. Non, il y a plein de choses sur lesquelles tu peux encore capitaliser, garder ces trucs-là. C'est juste que maintenant, on va aller ajuster. Ouais, il y a des trucs qu'on merdé, il y a des trucs qu'on pas joué. Va là-dessus, mets ton énergie sur ces 5, 10, 20% que tu peux changer. Il y a déjà, je suis sûre, une énorme base qui était bonne, en fait, et qui est Mhm. à garder. D'où l'intérêt d'avoir des fondations solides
Et ce que ça m'évoque, c'est notamment quand tu as des retours clients ou des expériences où tu sens que ça coince un peu, c'est aussi d'aller regarder finalement. Oui, on a tous des choses à améliorer évidemment, mais il y a peut-être aussi des choses qui appartiennent à l'autre. Mais également, est-ce que finalement on était fait pour travailler ensemble? Parce Oui, que je suis convaincue qu'on ne peut pas travailler avec tout le monde ou être la bonne personne pour tout le monde. oui, c'est vrai. C'est vrai. Et ces personnes-là, je trouve toujours hein, qu'elles viennent nous amener à un niveau de conscience supplémentaire de avec qui j'ai envie de travailler et avec qui j'ai pas envie de travailler. Et qu'est-ce qu'il y avait dans ma communication, par exemple, qui a continué à attirer ce type de personnes avec qui j'ai pas envie de travailler puis que j'ai envie d'ajuster? Est-ce que Mm. c'était une personne qui était attirée par que des résultats et qui n'a pas vu qu'en fait il y avait un processus et qu'il y avait des apprentissages? C'était pas juste les résultats. Le résultat, c'est le truc joli qu'on montre et que derrière, il y a les coulisses. Est-ce que c'est une personne qui était attirée parce que je lui donnais l'impression que je allais la sauver en fait? Est-ce que j'ai trop promis? C'est comme j'ai fait une énorme promesse, puis la réalité, c'est que tu peux promettre tout ce que tu veux. Ton client en coaching, il va aller là où il a besoin d'aller. Et des fois, c'est à l'opposé de ce que tu imaginais. Donc, c'est plein de choses comme ça qu'on va pouvoir apprendre au fur et à mesure sur notre communication, sur notre façon d'attirer ces personnes dans notre magnétisme pour aller de plus en plus vers quelque chose qui est plus vrai en fait pour nous et qui fait en sorte on évite de plus en plus les erreurs de casting. Mm. Et c'est hyper important. Mais je crois aussi que du coup, ça demande d'aller complètement, comme tu disais tout au début, enlever toutes les couches de oser être vraiment soi-même, d'oser assumer avec qui on a envie de travailler Mhm. et d'oser assumer pleinement qui on est, notre manière d'être, nos propres imperfections. Et du coup, c'est là que le match, il va se faire de plus en plus. Et de pouvoir accepter aussi, là, c'est pas un match. Et j'adore l'idée que tu proposes là de dire, OK, si c'est pas un match, qu'est-ce qui a pu amener la personne à penser que ça aurait pu en être un? Pas si c'est Mhm. clair ce que je dis. Si, enfin, pour moi, c'est clair. Après les critères. Et du coup, c'est là qu'on voit combien c'est important à la fois de savoir comment on a envie de travailler, avec qui on a envie de travailler, d'avoir cette base solide, qu'après on va pouvoir transposer dans notre communication. Et je vois combien tu as affiné ce travail-là, qui donne aujourd'hui ce résultat que tu es aussi ta propre marque, et que c'est vraiment une dynamique entre j'assois ces fondations et j'apprends à les transmettre pour attirer les bonnes personnes à moi. Mhm. Je pense que ce qu'on réalise pas suffisamment sur les réseaux sociaux, c'est qu'un post, c'est pas juste un post. Mm. C'est que derrière, comme tu le dis, il y a eu des fondations, il y a eu des réflexions, il y a eu tout un truc sur lequel on a amené beaucoup de clarté, comme notre message, notre vision, nos valeurs, quel type de personnes on veut attirer, etc. Et ça, c'est le travail qui est peut-être le travail un peu moins sexy hein, que d'aller regarder tout ça. Et après, tu as le joli post que tu vas faire sur Instagram et qui peut soit tomber à plat parce qu'il est totalement vide, parce que derrière, il n'y a pas le travail de fond qui est fait, soit quelque chose qui est plus profond, qui va peut-être avoir moins de likes ou qui peut-être avoir moins d'engagement, mais en tout cas, il va toucher comme les bonnes personnes pour toi. Mm. Donc, il y a aussi cette course parfois qu'on peut avoir sur nos réseaux sociaux de dire ah, mais je veux 10K abonnés, ou je voudrais devenir viral, ou je voudrais avoir. Voilà, on a trouvé sa reconnaissance à travers nos réseaux. C'est aussi tombé peut-être un peu dans l'ego, puis dans la surstimulation que tous ces réseaux sociaux nous envoient à notre cerveau, nos hormones du bonheur, quand on a des likes. Et d'aller affiner ça, et que même si ça plaît pas à tout le monde, et justement, on veut que ça ne plaise pas à tout le monde, mais que ça touche que les bonnes personnes pour nous. Donc, il y a comme un côté, le magnétisme, c'est un aimant, donc il y a un côté qui est attractif pour certaines personnes, et il y a un côté, enfin, quelque part, ça nous demande à l'accepter, il y a un côté répulsif, il y a des gens, ils vont détester ce qu'on fait, puis c'est OK. Ouais. Et puis j'ai presque envie de dire aussi qu'il y a des apprentissages à faire quand on est dans le côté répulsif. Mhm. Rien Ouais. que quand tu regardes, je sais pas quelle expérience tu as fait à tes débuts dans les réseaux sociaux, mais personnellement, je me souviens que quand je cherchais ma place, parce que mon métier de cœur à l'origine c'est psychologue, puis j'ai fait comme un switch tout doucement.
et que je regardais ce qui se faisait dans mon domaine, etc. Il y avait des gens avec qui c'était ah waouh, j'adore ce qu'elle fait ou ce qu'il fait. Puis il y avait des gens, ça venait vraiment me chercher, sans mauvais jugement, mais tiens, je sens que ça m'active. C'est hyper intéressant d'aller voir, je trouve. Qu'est-ce qui est en train de se passer quand on est activé par le travail de quelqu'un d'autre? C'est un autre sujet peut-être pour aujourd'hui, mais je pense que ça permet aussi d'aller faire ce travail de profondeur de qui je suis, qu'est-ce que j'ai envie de transmettre, qui j'ai envie d'aider, qui j'ai envie d'accompagner, et que toutes les choses qui peuvent nous activer et être inconfortables, c'est pas forcément les choses qu'on a envie d'aller mettre de côté, aller fermer le placard et jamais les laisser sortir, mais d'aller les regarder avec honnêteté, quoi. Absolument. C'est un énorme potentiel d'apprendre sur soi quand on est totalement déclenché par une personne et qu'on la trouve tellement. Et là, on apporte tout notre jugement. Oui. D'aller regarder ça, c'est hyper intéressant. Et il y a des gens qui font ce chemin-là, donc c'est cool parce qu'on se rend compte aussi qu'il y a des gens, ils nous disent, ouais, alors au début, j'aimais pas trop ce que tu faisais. Finalement, aujourd'hui, je kiffe. Donc c'est qu'ils sont allés regarder, ils sont allés chercher cette difficulté supplémentaire de passer du répulsif à l'attractif. Et puis il y en a qui vont passer à côté. Et puis c'est peut-être les personnes, justement, si elles font pas ce travail-là, si elles se posent pas cette question-là pour toi, bah, clairement, c'est pas le match aujourd'hui. Et ça veut pas dire que c'est pas le match demain hein, non plus. Hein. Totalement, puis c'est complètement OK. Ouais. Alors, petite question curiosité, Oui. parce que j'aime bien, moi, je suis un peu curieuse. Euh, je me remémore souvent les premières fois où j'ai allumé ma caméra pour faire ma première story. J'avais une copine avec qui on s'était lancé dans l'entrepreneuriat en même temps. Et je me souviens qu'on s'envoyait des petits textos en disant j'ai le cœur qui palpite, je tremble, tu crois que je vais vraiment faire ça? Puis je me souviens qu'on s'était dit tu crois qu'on va nous reconnaître dans la rue en sortant? C'est le scénario catastrophe. Qu'est-ce que j'en ris aujourd'hui? Et c'est devenu une habitude maintenant, voilà, c'est une banalité. Petite curiosité, comment c'est toi ton rapport justement à ton image sur les réseaux sociaux? Est-ce que ça a toujours été naturel ou c'est quelque chose que tu as eu besoin de travailler? Ah bah trop pas. C'était pas trop pas naturel. Euh, Moi, mes premières vidéos, tu vois, que j'ai postées en story, comme vous, j'avais pris une application qui s'appelait Téléprompteur. Oui. J'avais mis mon texte et je lisais. Et après, je postais. Et grosso modo, j'ai eu des retours comme, c'est bizarre, on dirait pas toi. Je parlais comme un robot, en fait. J'étais Oui. pas du tout naturelle, je lisais mon truc. Ça n'avait aucun intérêt. Ça avait vraiment aucun intérêt. J'aurais dû écrire mon texte sur ma story, ça aurait peut-être eu plus d'impact. Donc, j'ai lâché le prompteur après. J'y suis allée sans filet. Et puis, il y a eu plein d'ajustements, en fait. Il y a eu des ajustements de... Finalement, ce qu'on a envie aussi, c'est de se trouver bien sur nos réseaux, c'est de s'aimer sur nos réseaux. Hein. Si tu trouves que tes photos sont dégueulasses, les poste pas, parce que clairement, il y a déjà un truc qui se passe où toi, tu n'apprécies pas, en fait, ton contenu. Donc, ça a été d'ajuster peut-être, par exemple, la lumière, le cadre, là où je fais mes photos, là où je fais mes vidéos, etc. Il y a toujours un truc qui est quand même compliqué, c'est quand mon mari, il le fait de moins en moins parce qu'il sait que c'est quelque chose qui est compliqué. Mon mari écoute mes stories, puis je m'entends. Et là, Ah, je suis là, oh non, vas-y, coupe le son, je veux pas m'entendre. Je lui dis, mais comment vous me supportez avec cette voix-là, quoi? Elle est insupportable, ma voix. Donc, me réécouter, c'est un peu compliqué quand quelqu'un d'autre me réécoute. Autrement, j'ai vraiment pris l'exercice d'apprivoiser mon image et ma voix en réécoutant mes vidéos, en réécoutant des vocaux et en essayant d'avoir comme une prise de recul en me disant, OK, est-ce que tu es clair? Parce que quand tu parles, toi, tu as l'impression que tu n'es pas clair. Très souvent, on a une perception intérieure de ce qu'on est en train de dégager qui est totalement différente de ce que les autres voient. Donc, je me suis beaucoup réobservée, toujours dans ce concept d'amélioration continue, pour me dire, ah ben tiens, tu as un tic de langage. Ah ben tiens, tu as fait une intro, mais tu n'as pas conclu. Ah tiens, tu utilises beaucoup de contradictions. Tiens, tu es parti dans tous les sens. Puis ça m'a permis, moi, de prendre confiance, puis d'améliorer ma façon de communiquer au fur et à mesure. Et comme je disais, c'est comme de l'entraînement, donc c'est vraiment apprivoiser cette image au fur et à mesure et faire en sorte que bah, finalement, voilà, ça devient une banalité, ça devient quelque chose de facile, ça devient quelque chose de naturel. Je vous garantis qu'avec de l'entraînement, tout peut devenir naturel en vrai. ouais, c'est la répétition. Ouais. Et du coup, je crois que ce sera vraiment le fil directeur de notre discussion aujourd'hui.
test and learn. Et j'ai envie de dire que parfois, quand on fait ces essais-erreurs, on les regarde avec les yeux du désamour de soi. Oui, on va voir tout ce qui nous plaît pas ou la voix qui nous plaît pas. D'ailleurs, c'est rigolo que tu parles de ça parce que moi, j'avais un gros complexe sur ma voix. J'ai pris des cours de chant il y a 6 ans pour me réconcilier et je suis devenue hypnothérapeute. Tout va bien, vous voyez. On peut évoluer. Et voilà, c'est OK d'avoir cette voix et ce regard critique, mais ce petit pas en arrière qui fait, je trouve la différence de dire, OK, j'aime pas tout ça, mais j'ai quand même un potentiel d'évolution, j'ai quand même un potentiel de changement, quoi, tout simplement. Et je trouve ça hyper utile que tu en parles parce que effectivement, je crois que souvent on s'attache aux résultats qu'on voit des entrepreneurs, par exemple, sur leurs réseaux sociaux. Et que derrière, il y a eu beaucoup d'expériences, il y a eu beaucoup de répétitions, il y a eu beaucoup d'apprentissage. Et, et je me souviendrai toujours de la première formation que j'ai sortie. Je crois que pour la première vidéo de 5 minutes, j'ai tourné 3 heures. Absolument pas rentable. J'ai tourné 3 heures. Ça n'allait pas, je me suis regardée, j'ai recommencé. Et finalement, je crois que ce qui personnellement m'a le plus aidé, qui a été le plus dur en termes d'ego, mais qui m'a le plus aidé, c'est d'accepter ma posture de débutante. Ben, je suis débutante et c'est OK. Ouais. Donc, test and learn, laisse-toi le potentiel d'évoluer. Exactement. Super, tu nous as livré beaucoup de pépites. Est-ce qu'il y a des choses que peut-être j'aurais pas abordées, que tu aurais envie d'ajouter pour insuffler cette dose de courage aux femmes pour oser être elles-mêmes dans leur entreprise? L'autre jour, on m'a dit, et je trouvais ça hyper intéressant, on peut pas être l'entrepreneur de l'année, la maman de l'année, la femme de l'année, la meilleure copine de l'année, la sœur de l'année, la meilleure fille de l'année, etc., etc. Et en fait, j'ai trouvé ça hyper intéressant parce qu'effectivement, aujourd'hui, peut-être que au niveau de la société, de l'image qui est véhiculée sur les réseaux sociaux, de la working mom, la femme qui est ambitieuse, ben, du coup, elle réussit dans tous les domaines en même temps. Et c'est comme sa vie, elle est parfaite. Et puis, elle a des accomplissements dans tous les sens. Ben, la réalité, c'est que on peut pas le faire. C'est comme, encore une fois, on n'est pas des robots. Et j'ai envie de vous inviter à peut-être faire descendre la pression, à vouloir être au top du top partout. Et que parfois, c'est OK de pas être au top du top. Parfois, c'est OK que la maison, elle soit peut-être pas rangée comme vous aimeriez qu'elle soit rangée. Pour gagner ces 30 minutes, au lieu de passer l'aspirateur puis de ranger les jeux des enfants, on pas gagner ces 30 minutes pour les mettre dans notre business, par exemple, si notre temps, il est hyper compté. Donc, ça veut dire parfois lâcher certaines choses et que c'est OK en fait. Et que c'est OK. Et que peut-être cette année, votre focus, parce que vous développez votre business, vous êtes débutante, etc., bah, il y a peut-être plus de focus et d'énergie là-dessus. Et peut-être que l'année prochaine, ce sera plus sur redevenir la maman avec la maison qui est très, très bien rangée et qui est parfaite, que vous avez envie d'être. Et du coup, on va travailler ces différents rôles dans notre vie, pas à 100%, je trouve, tout le temps en même temps. Et c'est d'être sympa avec nous-mêmes. Voilà, d'essayer de se donner de l'amour, en fait, que dire qu'on est en chemin sur toutes ces différentes dimensions et que là où on est aujourd'hui, c'est parfait déjà par rapport à ces différents rôles et que on n'a pas besoin d'être au top du top du top tout le temps. Donc c'est aussi ce côté d'être humaine finalement avec nos propres limites qu'à un moment donné c'est important d'accepter. Puis quand on a accepté ça, bah du coup ça nous permet peut-être d'aller plus vite sur certains domaines, dans certaines questions. Et finalement c'est peut-être même un raccourci que d'accepter ça plutôt que d'essayer de se battre et de performer partout dans notre vie. Ouais, waouh. Ben, c'est une très très belle graine à semer sur laquelle on va pouvoir toutes méditer. Se foutre la paix aussi. Yes! Et puis, quand le business il tournera bien et que vous ferez 6 chiffres, vous pourrez peut-être embaucher quelqu'un pour faire le ménage. Voilà. Et être tranquille, avoir la maison bien rangée.
Choisissons nos priorités. Exact. Ok, merci Betty pour tout ce que tu nous as livré aujourd'hui. On va pouvoir chacune prendre ce qui nous parle et qui nous donne priorité. Évidemment, je posterai tous les liens vers tes réseaux sociaux pour que vous puissiez retrouver Betty si vous avez envie d'aller connecter avec elle, d'aller échanger. S'il y a des choses aussi qui ont fait sens ou qui réveillent, qui viennent frotter un peu, n'hésitez pas à venir poster un commentaire. Et puis, je suis sûre que Betty, comme moi, Betty aussi, on sera très contente de venir vous répondre si vous avez envie de connecter. Merci Betty, je suis hyper contente d'avoir passé ce doux moment avec toi. Je te souhaite une très très belle journée et puis une belle journée à toutes les personnes qui nous ont écoutés. Avec plaisir, à bientôt. Ciao. Ciao. Et si vous avez envie d'aller plus loin, je vous invite à aller télécharger ma méditation gratuite. Le lien est dans la description ci-dessous. Je vous remercie pour votre écoute. Si mes mots vous ont fait du bien, pensez à liker, noter ou commenter cet épisode. Cela contribue à cultiver toutes ces graines et cela m'encourage à développer ce podcast. Merci et à bientôt.